Bonjour et merci d'être venus si nombreux. Donc effectivement, je vais vous parler d'e-commerce, donc un retour d'expérience sur Silus. Déjà, ça ne marche pas. Le sujet, le thème, ça va être l'agence Tourrisque parce que on a tous fait des projets sur lesquels on a eu des accros, des projets e-commerce qui ont été potentiellement mal commencés et du coup les rattraper ça a été compliqué, ou des projets qui n'ont pas trouvé leur public parce que techniquement on n'était pas à la pointe. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet qu'on a mené au sein de Synolia, qui s'appelle Belle Envie, pardon. Donc Belle Envie, en fait, c'est un projet e-commerce dans lequel on vend des abonnements hebdomadaires de repas. Ça va de 4 à 12 repas par semaine. C'est des repas qui sont faits par des nutritionnistes, donc c'est des repas équilibrés, bio et ainsi de suite. Quand on fait notre abonnement, on choisit notre date de livraison et notre heure de livraison. Et à tout moment, d'une semaine sur l'autre, on peut éditer nos repas pour qu'ils soient plus conformes à nos attentes, à nos envies. Ou on peut laisser le système choisir pour nous, et du coup, ça nous génère automatiquement les repas de la semaine suivante. Pour faire ça, je vais vous parler un petit peu de Silus, de son histoire. Donc ça a été créé en 2010 par Paweł, dans le but de vendre des produits cosmétiques en Pologne. Assez rapidement, en 2011, Paweł a réécrit le code pour le mettre sous forme de bundle Symfony et de suite a proposé le code en open source. En 2014, il a créé l'agence web Silus, qui faisait de l'intégration de Silus, mais aussi un petit peu de Symfony. Et petit à petit, en 2016, on est arrivé à une version un peu plus structurée, un petit peu plus complète, jusqu'en 2017, où Silus devient une société éditrice et arrête le mode agence. Et arrive du coup en septembre 2017 la version 1 de Silus, donc la première version stable, et on a des releases tous les 3-4 mois depuis. Je vous ai mis sur cette timeline 2 ou 3 effets marquants sur chaque release. Il y a des mots un peu barbares comme en version 1.4.0, le RBAC plugin, en fait, c'est le plugin qui va servir de gestion des droits et c'est basé sur des rôles Symfony. Sur la version 1.5, je parle d'extraction de composants et de bundles. En fait, le but était d'extraire du corps des fonctionnalités comme la partie mail, la partie gestion des grilles, gestion des ressources. C'est un projet qui a aujourd'hui plus de 20 000 commits. Ça augmente de façon presque exponentielle. C'est en vraie évolution, c'est un projet vivant et qui avance beaucoup. Silus a une philosophie qu'ils essayent de mettre en place et de suivre. C'est donc leur philosophie autour du e-commerce et qui définit ce qui doit être standard ou pas dans la solution. Cette philosophie, elle est basée autour de 4 grands axes, donc un framework PHP qui est Symfony, la qualité du code qui est produit, le respect le plus possible des principes solides et une couverture de test optimum. En bas à gauche, je vous ai mis les leitmotifs de Silus. Donc on peut voir qu'il faut que le code soit facile à appréhender, à développer et ainsi de suite. Silus fait aussi une promesse de rétrocompatibilité avec la version LTS ainsi que toujours la version en cours, donc la 3.4 et la 4.3 actuellement sur Symfony. Du coup, Silus se détermine comme un framework e-commerce et pas un CMS. Du coup, son but n'est pas de couvrir 100% des besoins du e-commerce,
mais d'avoir un objectif à 80%. Et du coup, on essaye d'atteindre ces 80% sans faire toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans un PrestaShop ou un Magento, par exemple. De plus, Symfony et Silus est fait par des développeurs. À la base, Pavel est développeur et toute l'équipe qui l'a rejoint sont des développeurs. Et ils ont à cœur que la solution soit agréable pour les développeurs, qui reste dans l'esprit fait par des développeurs pour des développeurs. Et ça, c'est assez agréable quand on l'utilise et quand on développe avec. L'architecture de Silus repose sur une architecture assez simple, sur le trio gagnant Symfony, Doctrine, Twig, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Il faut savoir que, bien évidemment, on peut utiliser d'autres composants, mais ça, c'est les composants de base qui sont au sein de Silus. L'architecture, elle est décomposée en deux parties. On va commencer par la partie basse, les couches plus basses. Donc on a tout en bas les composants. Donc un composant représente une fonctionnalité. C'est du PHP pur, donc ça peut être utilisé dans n'importe quelle application PHP. Typiquement, il y a un composant qui est là pour gérer le système d'adresse, donc l'addressing component. Et il a uniquement ce rôle-là. Au-dessus de ça, on a des bundles, donc des bundles qui vont encapsuler chaque composant. Donc c'est des bundles Symfony, donc on peut également les utiliser dans n'importe quelle application Symfony. Et elle englobe du coup tout ce qui est configuration, Twig, formulaire et ainsi de suite qui viennent avec Symfony. Donc on a par exemple le Silus Addressing Bundle qui peut être utilisé dans n'importe quel projet. Sur quasiment tous les projets, on a un système d'adresse, ça peut être assez pratique. Et enfin, au-dessus de ça, on a le core, ou on peut aussi l'appeler la plateforme. Donc c'est Silus qui permet d'agréger tous ces bundles et de les faire se découvrir les uns les autres. Par exemple, une commande découvre qu'elle a des adresses de livraison, de facturation et ainsi de suite. Au-dessus de ça, on a 3 points d'entrée, si on peut dire. L'admin, donc c'est une admin qui est assez simple, mais fonctionnelle. Il y a eu beaucoup de travail dessus ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de fonctionnalités et d'ajout de fonctionnalités dessus. Du coup, effectivement, elle est peut-être un peu trop simple, mais dans la plupart des cas, pour un site e-commerce, ça suffit largement. Le shop, donc, qui va être notre vue de notre boutique, c'est pareil, c'est un shop qui est assez simple, voire très simple, avec juste une page d'accueil, page catégorie, produit et un panier, un tunnel de commande entièrement. Idem, on peut dire on peut se poser la question qu'il est trop simple, notamment il n'y a pas de partie CMS. Autrefois, Silus avait commencé à intégrer une partie CMS, mais ils se sont dit c'est en dehors du scope, c'est pas du e-commerce, le CMS, c'est quelque chose à part. Donc ça a été sorti. Du coup, on n'a pas de CMS dans Silus. Et enfin, l'API REST, donc c'est une RESTful JSON XML assez classique, basée sur FireOS REST Bundle. Du coup, on utilise le modèle CQS sur Silus pour avoir un bus de commande et ainsi de suite. Ce système d'API propose des filtres et des tris qui sont assez basiques, mais toujours qui couvrent la plupart des besoins pour afficher une page produit, pour afficher un listing et ainsi de suite. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut se poser la question de à quand est-ce que ça sera migré sur API Platform, parce que moi j'aime bien API Platform, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et du coup, on peut se poser la question. Alors, en officiel, il y a eu un POC et ça en est resté là. En version officieuse, le POC est terminé et il manque plus que quelques petits ajustements, mais ça ne va pas trop tarder à arriver. Bien évidemment, tous ces composants ils sont interchangeables ou carrément désactivables.
Typiquement, nous, sur le projet Belle Envie, on n'avait pas besoin d'API, puisqu'on n'avait aucun besoin là-dessus. Du coup, on ne l'utilise pas, absolument pas. Par contre, on avait besoin de plusieurs bundles Symfony. Typiquement, on a le bundle de Mailjet pour envoyer nos mails, on a un scheduler pour lancer toutes nos commandes de synchronisation avec le SI, par exemple. Et on a le JS Routing pour mettre nos routes dans le JS. Je ferai une petite présentation de Silus, à quoi ça ressemble. Donc le back est basé sur Sonata. Donc on a le back à gauche qui est avant la version 1.6, le back à droite qui est après la version 1.6. L'idée, en fait, il n'y a pas énormément de changements, mais l'idée c'est de se dire, avant, en fait, entre guillemets, le design du back, c'était pas la priorité. Aujourd'hui, il a été mis un peu plus en valeur. Il y a maintenant des couleurs, on ne voit pas énormément, mais il y a des items en plus dans le menu. Il commence à être de plus en plus étoffé. En ce qui concerne le front, donc Silus, quand ça a commencé, l'équipe est partie sur Semantic UI. C'est un choix qui a été fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets un mauvais choix, puisque Semantic UI est moins connu et moins, on va dire, connu et reconnu par les devs front. Et du coup, il y a eu un deuxième thème qui a été fait sur Bootstrap. Du coup, c'est un thème que je vous conseille, parce que du coup, c'est un thème qui a aussi été fait par Silus, donc c'est un thème officiel qui est maintenu à jour par l'équipe. Et puis, on a des petites fonctionnalités assez cool, comme l'utilisation de Webpack encore, et ainsi de suite. Il faut savoir que sur Silus, on n'a pas de marketplace de thèmes. Donc, si vous voulez intégrer votre Silus, soit vous avez le thème de base, qui est vraiment assez basique et vraiment qui ressemble à Bootstrap ou à Semantic. Et si vous voulez votre thème pour votre projet, il faudra le surcharger. On peut aussi ne pas utiliser de front classique, donc pas utiliser la partie shop, mais utiliser uniquement l'API, typiquement pour faire des applications natives, du React, du Vue, un petit peu ce qu'on veut en fait. Ça, c'est l'exemple du coup sur Belle Envie de notre page de création de compte. Sur Belle Envie, elle a été intégrée dans le tunnel. Typiquement, on est vraiment ici au cœur du tunnel, c'est une des étapes du tunnel. On a rajouté des petites fonctionnalités comme des mots de passe solides. On a en bas à droite la possibilité d'ajouter un code promo à cette étape aussi, parce que les utilisateurs potentiellement peuvent l'oublier à l'étape d'avant. Du coup, le thème, donc celui-là, est basé sur Bootstrap, mais il ne ressemble pas du tout au thème de base. Ça, c'est la page du coup Mon compte. Donc la page Mon compte, c'est pareil, elle ne ressemble pas énormément à la page de base. En haut à gauche, on a les deux dernières commandes qui ont été passées, donc la commande en cours et la commande à venir. Et on a ensuite les items un peu classiques d'une page Mon compte, donc pour modifier son profil, ses adresses et ainsi de suite. Silus tire la force sur sa capacité et sa simplicité à être customisé, à être surchargé. Pour ça, en fait, on a plusieurs composants qui sont surchargeables. Le premier, c'est le resource bundle. Donc, le resource bundle est un composant et du coup, le bundle qui est vraiment au cœur de Silus. C'est lui qui va gérer tout ce qui est persistance des données et ainsi de suite. Donc, il est beaucoup utilisé par l'API et le shop. La problématique, c'est que c'est du CRUD qui est assez simple en lui-même. Du coup, quand on a besoin de faire des devs un peu plus évolués, un peu plus compliqués, typiquement, nous, sur Belle Envie, on a fait un tunnel de commande qui est en one-page checkout. Du coup, on est passé par un modèle un peu plus riche, un DTO, qui contient beaucoup plus de données que des simples données de CRUD.
mais on peut tout à fait le faire avec Silus, il n'y a aucun souci là-dessus. Un autre avantage de ce resource bundle, c'est que en fait, tous nos contrôleurs, la réponse est agnostique. Du coup, si aujourd'hui on n'utilise que la boutique, mais qu'on surcharge un service qui est appelé par le contrôleur et ainsi de suite, quand on utilisera l'API, tout sera déjà fait puisque la réponse le retour du contrôleur est la même. Silus utilise les machines à état sur tout un tas de composants, par exemple l'état d'une commande, l'état d'un paiement, l'état d'une livraison. Cette machine à état qui est utilisée, c'est celle de Windows State Machine. Elle est assez sympa, assez pratique en fait, du fait que on peut câbler des événements en fait, qu'on appelle des callbacks, sur toutes les transitions, donc en amont ou après la transition. Par exemple, ça peut permettre d'envoyer un mail quand la commande est expédiée ou des choses comme ça. On peut regretter que ce ne soit pas le composant Symfony Workflow. C'est historique. À l'époque, Symfony Workflow n'existait pas. Du coup, c'est encore l'état aujourd'hui. Pareil, il y a eu un petit POC côté Silus pour migrer. La problématique, c'est que ça demande énormément de travail en fait, pour recabler tous ces callbacks, pour refaire des events là-dessus. Du coup, c'est entre guillemets pas fait, mais si quelqu'un veut s'y atteler, Silus est là pour les aider et on serait très content. Et une autre problématique du Windows State Machine, c'est qu'on ne peut pas faire de graphes comme ça. Donc ça, c'est les graphes qui sortent du Symfony Workflow. Le graphe de gauche, c'est le graphe de la commande classique. Nous, on y a ajouté des fonctionnalités métiers. Typiquement, une commande, elle est gelée une fois qu'elle est partie en production. Une fois qu'elle est partie en cuisine, elle est gelée pour qu'on ne puisse pas la modifier. Comme je le disais au début, on peut les modifier à tout moment, sauf une fois qu'elle est partie en production. Et on peut aussi suspendre son abonnement si une semaine, on est absent de chez nous. Un autre petit graphe, c'est le graphe donc, de livraison. Pareil, le graphe de livraison de Silus qui est à gauche est assez simple. Nous, on a intégré là-dedans la partie livraison puisqu'elle est faite par le client, par le SI du client. Du coup, on a ajouté des étapes là-dedans. Et enfin, c'est pas lisible, c'est juste pour vous montrer en fait la puissance qu'on peut avoir avec ce type de composant. La partie paiement chez nous est vachement plus complexe qu'à la base parce qu'en fait on a des paiements récurrents qui sont faits toutes les semaines en fait. Si on n'a pas suspendu notre abonnement, on se fait débiter sur Stripe. Un autre besoin qu'on avait, c'était de surcharger les formulaires de base, par exemple le formulaire de contact. Donc le formulaire de contact qu'on a sur Silus est assez simple. Le client avait besoin de connaître le nom de la personne qui l'est contacté. Du coup, ils nous ont fait rajouter un item au formulaire. La problématique, c'est que sur Silus, Defensive Programming, toutes les classes sont finales. Du coup, il suffit de passer par une forme extension qui est proposée par Symfony. C'est assez facile et ça répond bien à notre besoin. On avait bien évidemment besoin de surcharger le front et le back. Pour ça, il y a des événements Sonata qui sont câblés un peu partout dans le code, qui nous permettent d'injecter du code métier en fait, quelque part dans les twigs. Dans l'exemple que je vous ai mis, c'est la page d'affichage de produits. Par exemple, on peut ajouter quelque chose avant et après l'affichage des images de produits. Et bien évidemment, si ça ne suffit pas, il suffit de surcharger le twig comme sur n'importe quel projet qui est fait avec twig. On avait également besoin d'avoir un jeu de données, autant pour nous les devs que pour les environnements de pré-production.
mais aussi pour l'environnement de production, donc pour initialiser tous ces environnements. Du coup, on a utilisé les fixtures Silus, qui sont basées sur les fixtures Doctrine. Le modèle en fait, d'écriture est assez simple. Vous avez l'exemple ici, à droite, de la création en fait, de toute notre boutique. Alors, il y a juste la boutique, donc on a la locale, on a la zone géographique sur laquelle on vend, et on a le channel, donc un channel Silus, c'est en fait une boutique. Donc on a notre boutique France avec notre thème. L'avantage de Silus, comme je le disais, c'est qu'en fait, il tire toute sa puissance et tous les avantages de Symfony, du style l'override des templates, des classes, des fonctions, ainsi de suite. Et il y a aussi toutes les fonctionnalités poussées, en fait, si vous choisissez de suivre la version actuelle de Symfony. Si vous ne voulez pas utiliser la 3.4, la FTS, ben vous avez toutes les fonctionnalités qui sortent et vous les avez presque en temps réel en fait, avec les releases. L'autre avantage, c'est que si vous connaissez déjà Symfony, bah, faire du Silus, c'est assez simple. Vous allez assez rapidement vous y retrouver. Et si ce n'est pas le cas, bah, il y a toujours la doc Symfony qui est assez complète. Ou voir sur des points spécifiques la doc Silus, qui est pareil en train d'être étoffée un peu, puisque pendant un moment, elle a été entre guillemets mise de côté et du coup, elle était un peu obsolète. Maintenant, elle commence à être assez pertinente. Je vous ai dit au début que les tests étaient un point central pour Silus. Ils ont décidé de se baser sur une méthodologie BDD, Behavior Driven Development. En gros, en deux mots, les devs, donc les développements, sont pilotés par des tests de comportement. Donc on décrit ce qui devrait arriver et on vérifie que c'est bien le cas. Pour faire tout ça, il y a trois outils qui sont utilisés, donc PHP Spec, dans lequel on décrit le code qu'on aimerait avoir. Donc on décrit nos classes, on décrit les classes qu'elles étendent, les fonctions qu'elles doivent avoir, les appels qu'elles doivent faire, les retours qu'elles doivent avoir, et ainsi de suite. PHP Unit, qu'on ne présente plus pour les tests unitaires, uniquement sur Silus. Ça sera surtout des tests de calcul, donc les calculs de prix, les calculs de taxes, les choses qui sont un peu complexes comme ça. Et enfin, le plus important sur Silus, c'est les tests end-to-end avec B8. Donc en gros, ça simule un navigateur sur lequel on irait cliquer, remplir des formulaires et on vérifie que le comportement qui en découle est bien le bon. Tout ça propulsé par Travis CI, qui lance en plus d'autres petits composants, donc le Symfony Checker, Symfony Security Checker et des linters. Il y a beaucoup de tests, les tests B8 prennent du temps et du coup on est à peu près à 45 minutes aujourd'hui pour un build, ce qui est un peu lourd. C'est aussi pour ça que les composants sont de plus en plus sortis du corps pour réduire ce temps-là. Les plugins, ils sont là en fait pour couvrir les besoins qu'il y aurait, les besoins qui sortent entre guillemets de la philosophie de Silus qui dit notre e-commerce il correspond à 80% des besoins. Bah, si votre besoin à vous il est entre guillemets en dehors des standards Silus, ben pour ça Silus a mis en place des plugins. Donc un plugin, qu'est-ce que c'est? C'est techniquement c'est un bundle Symfony, mais qui encapsule en plus les fonctionnalités de Silus. Donc par exemple, il va encapsuler la partie back-office et ainsi de suite. Donc l'avantage de ces plugins, ça va être de rajouter des fonctionnalités super simplement. Donc on rajoute un plugin et ça nous rajoute la fonctionnalité qu'on a besoin avec une petite configuration. Et bien évidemment, les plugins, ils ont un cycle de développement qui est plus court. On peut avoir des releases sur certains plugins toutes les semaines ou tous les 15 jours, alors que les releases Silus sont tous les 3 mois, 4 mois. Pour trouver des plugins, il y en a des officiels, un peu plus d'une trentaine aujourd'hui.
qui couvre un peu tous les domaines, donc le paiement, les livraisons, le SEO, et ainsi de suite. Il n'y en a que 30 entre guillemets, parce que c'est une validation manuelle par l'équipe Silus, et du coup c'est un peu long. Mais on peut en trouver plus de 70 sur PackageList sans souci. Faut juste faire attention à ce qu'on prend, voir qu'il est compatible avec notre version et ainsi de suite. Typiquement, sur le projet Belle Envie, on avait besoin de plugins. On avait besoin de faire de l'import-export, de l'import de nos repas, de nos produits, donc nos entrées, nos plats, nos desserts. On avait besoin d'importer la composition de nos repas d'une semaine sur l'autre. On avait besoin de tout un tas de choses à importer, à exporter. On fait des exports à mi-semaine pour avoir une tendance sur la semaine d'après, pour avoir l'approvisionnement et ainsi de suite. Et on avait bien sûr besoin de pages statiques. Donc pour ça, on a installé le CMS plugin qui gère toutes les pages statiques du site et qui permet du coup de les administrer en BO. Silus a récemment créé Silus Plus. Donc c'est une offre qui a deux buts. Donc c'est se rapprocher de sa communauté et des gens qui développent sur Silus en ayant en fait un service de support. Mais aussi de faire en sorte que Silus reste une solution pérenne dans le temps et autofinancée. Donc ça leur permet de gagner un peu d'argent sur un système open source aujourd'hui. Donc Silus Plus apporte quelques avantages intéressants, notamment le multi-boutique avancé, la RMA, tout ce qui est les inventaires potentiellement et comme je le disais, donc un support technique, voire un responsable de la réussite du projet. Il faut savoir que Silus Plus s'achète entre guillemets par projet et que le prix varie en fonction de votre chiffre d'affaires fait avec Silus. En plus de ça, pareil récemment, Silus a sorti des formations. Donc c'est des formations payantes qui servent aussi à étoffer, à faire une communauté de plus en plus grande. Avant ça, donc avant les formations en ligne, Silus proposait les formations dans les entreprises partenaires, mais c'était assez restreint. Du coup là, il y a un public potentiellement plus grand qui est touché. La roadmap de Silus, donc qu'est-ce qui va se passer? Entre guillemets, tout est là. C'est une roadmap publique, alors tout n'est pas là parce que la page est beaucoup plus loin, mais c'est une roadmap publique qui est sur GitHub. On peut faire des propositions sur cette roadmap, on peut voter pour des éléments de la roadmap qui nous semblent importants. Et bien évidemment, comme c'est une solution open source, on peut contribuer à cette roadmap en faisant du dev. On me demande souvent quelles sont les limites de Silus. Déjà, la première limite, entre guillemets, elle est liée à la philosophie de Silus, c'est que ça ne couvre pas tous les besoins qu'on peut avoir quand on fait du e-commerce. Mais pour ça, il y a des plugins qui sont là pour pallier, et puis il y a potentiellement l'utilisation de solutions tierces via l'API par exemple. Et on a eu en fait pendant longtemps une limite, qui est encore là, mais qui augmente assez progressivement, du nombre de produits sur Silus. Par exemple, donc on n'a pas c'est une base de données qui est assez simple, assez clean. Il n'y a pas de AV, de table flat ou d'index ou de choses de ce style. Du coup, par exemple, sur une recherche produit, ça peut être assez long puisque c'est une recherche full text MySQL sur le front. Donc il y a un plugin qui a été fait basé sur Elastic qui en plus apporte un système de tri à facettes et ainsi de suite. C'est assez sympathique. Même problématique sur le BO, sur le listing produit. Il y a une PR qui a été faite qui n'a pas été mergée, mais en fait on peut s'en inspirer. Si on a la problématique de lenteur BO, elle n'a pas été mergée parce qu'elle est vraiment spécifique à MySQL et elle n'est pas assez globale. Du coup, Silus, pour quel type de projet? En fait, ça va être les projets à développement spécifique. J'insiste là-dessus.
Ça va être très utile en fait quand une solution classique ne répond pas aux besoins du client. Typiquement, si on a une application qui est vraiment spéciale sur un tunnel d'achat, sur une expérience utilisateur, sur une présentation de produit qui n'est pas catégorie, fiche produit qu'on ajoute au panier, si on a une présentation un peu spéciale. C'était notre cas sur Belle Envie, je vous propose d'aller faire un tour si vous voulez. Ou un front un peu plus exotique, comme on l'a vu tout à l'heure en utilisant l'API. Comme c'est un projet open source, je vous propose, si vous le souhaitez, de contribuer. Pour ça, comme beaucoup d'autres projets, Silus a mis en place les Good First Issue. Il n'y a pas forcément besoin d'être un professionnel de Silus pour en faire. Typiquement, la première de la liste, c'est du Symfony pur, donc c'est un compiler pass. Il y a aussi de la doc à faire, il y a plein de choses à faire. Les issues ne manquent pas. Du coup, pour conclure, le projet Belle Envie s'est passé sans accroc. C'est un projet qui a été livré dans les temps. C'est un projet qui nous a permis de faire du super code dans lequel on s'est épanoui. Et le client nous en a fait aussi un super retour. Même s'il était sceptique un petit peu au début, on a fait un POC. Il a validé le POC, on a fait le projet et aujourd'hui il en est super content. Je vous propose de passer aux questions si vous en avez. Hop, merci Olivier, on a une dizaine de minutes pour les questions. Allez. Bonjour, Bonjour. Merci pour la conf déjà. J'avais une question par rapport au front. Tu as dit qu'il n'y avait pas de thème, en fait, de marketplace de thèmes. Ouais. Est-ce que tu sais s'il existe déjà des thèmes en Vue, en Angular, en React, ou s'il y a des groupes de travail en fait, là-dessus? Alors, il y a un POC sur Angular qui est sur le repo de Silus, qui est à l'état de POC en fait. Je pense qu'il n'est pas encore finalisé et utilisable, mais ça vient petit à petit, ouais. Bonjour, merci pour ton retour d'expérience. J'avais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre à jour la version des Silus sur un projet que tu as déjà fait? Et si oui, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Merci pour la question. Alors oui, sur des versions mineures, il n'y a pas de souci. Donc ils utilisent le système de versionning sémantique. Donc en fait, sur une version mineure, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de breaking change sur une version mineure. Sur une version majeure, ça dépend en fait à quel point est-ce qu'on a customisé notre code. Potentiellement, il y aura quelques petites choses à changer. Néanmoins, Silus utilise du code propre et beaucoup d'interfaces. Donc en fait, si dans ton code tu utilises les interfaces qui sont proposées par Silus, il n'y a pas de raison pour que l'interface change, à part s'il y a une grosse évolution, mais les interfaces changent rarement. Donc il n'y a pas de souci à monter de version. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur la volumétrie du catalogue et notamment Elasticsearch. C'est à quel niveau de la quantité de produits qu'on peut mettre en place cet outil, ou est-ce que c'est indispensable à partir d'un certain nombre de produits? Alors, moi je vous dirais, potentiellement, mettez-le. Enfin, si vous avez une fiche produit avec et surtout une page catégorie de produits, mettez-le direct. Pourquoi? Parce que en fait, déjà vous allez alléger vos appels MySQL, déjà. Vous avez un tri à facettes qui est configurable assez facilement et qui est super puissant. Je crois que j'ai une super slide qui vous le montre. Et du coup, en fait, mettez-le. C'est entre guillemets, dès que vous avez une page catégorie, mettez-le. Il n'y a même pas de limite produit, mais vous savez qu'au-delà de 5000 produits, on va dire 5-10 000 produits, la page classique et notamment le moteur de recherche peut prendre, suivant votre base de données, 1 seconde, 2 secondes, et l'expérience utilisateur est réduite. Merci. Bonjour.
Merci pour le talk. J'ai une question. Est-ce que c'est prévu une version marketplace ou est-ce qu'il existe un plugin qui permet de faire ça avec Sailus? Alors Silus est en train de travailler sur un marketplace de plugins. Donc c'est dans la roadmap, c'est pas encore fait, c'est dans la roadmap. Donc ce sera du coup une marketplace de plugins qui seront payants, faits par du coup des sociétés ou des gens. Pour l'instant, en fait, on n'en a que des entre guillemets gratuits, sauf une société qui a commencé à faire sa marketplace à elle, mais sinon la plupart sont gratuits. J'ai une question, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais savoir, concernant l'accès par l'API, il me semble que ça se fait par le biais d'un plugin. Est-ce que vous savez s'il couvre l'ensemble de Silus? Tout. Enfin, quel est le pourcentage de couverture de l'accès de l'API par ce plugin? Alors, du coup, jusqu'à la version 1.5, 1.4, il y avait uniquement la partie admin qui était câblée en fait sur l'API. Maintenant, on a le shop au complet. Donc en fait, tout est couvert par l'API. Il y a eu encore du travail de fait pendant un hackathon qui a été fait il y a un mois ou deux pour encore faire vivre et faire évoluer cette API. Mais dans l'absolu, à part quelques petites issues qui sont encore ouvertes, tout le front et du coup le back aussi, tout est couvert par l'API. Donc on a le admin shop API, enfin admin API et le shop API de bundle séparés. Bonjour, merci pour la présentation. Une petite question par rapport à l'équipe de dev. C'était combien de personnes et sur combien de temps le projet Belle en Vie? Alors sur le projet Belle en Vie, on avait une équipe de 2 dev front et 3 dev back. Ça changeait en fait, comme on travaille sur plusieurs projets, ça varie selon le temps. C'est un projet d'une centaine de jours de dev parce qu'il y a beaucoup en fait d'appels de synchronisation avec le SI pour tout ce qui est commande, création de compte, mise à jour des statuts et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup on va dire de back. Mais en gros, en global, on a 100 jours de dev dessus. On a encore 2-3 minutes s'il y a encore quelques questions. Non? Eh bien, merci Olivier, merci à vous.